Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Corinne Delatour. Bienvenue sur les ateliers du Printemps des Territoires, 3e édition. Vous êtes là dans l'atelier formation dont le titre et ce dont nous allons discuter ce matin, c'est accélérer le retour à l'emploi des plus vulnérables. Donc, nous allons échanger pendant une quinzaine de minutes avec mes invités. Vous pouvez à tout moment, pendant ces 15 minutes, adresser dans la bulle de conversation de Teams vos questions, vos remarques et nous les traiterons à la fin de cet échange. Nous avons aussi le bonheur d'avoir avec nous Alexia, qui est facilitatrice graphique et qui va retranscrire l'essentiel de nos messages dans une fresque que nous afficherons à la fin de cet atelier. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'accélérer le retour à l'emploi des plus vulnérables? Eh bien, la société se transforme, les métiers se transforment et de nouveaux métiers surgissent pour évidemment coller à notre époque. Seulement, certains restent sur le côté, comme des gens qui sont éloignés de l'emploi depuis très longtemps, des jeunes qui ne sont pas assez diplômés et qui ne demandent qu'à se réinsérer. On va parler aujourd'hui d'un fonds de soutien justement pour la réinsertion à l'emploi. Ça s'appelle 100% Inclusion. 100% Inclusion, alors c'est quoi? C'est une initiative du plan d'investissement dans les compétences qui a été lancé par le gouvernement pour former 2 millions de personnes éloignées de l'emploi et ceci en 5 ans. 100% Inclusion s'adresse donc, vous l'avez compris, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes sans emploi ni formation. Et il a pour ambition de créer des parcours intégrés de la détection de la personne sans emploi à la remobilisation jusqu'à l'accompagnement dans l'emploi. Pour parler de ça, j'ai avec moi ce matin Benoît Sénéchal de la Banque des Territoires et Mathieu Lagache, donc, qui est de l'association Vitamine T. Ma première question est pour vous, Benoît. Sur les mandats donc, que vous a confiés le ministère du Travail dans le cadre du plan d'investissement 100% Inclusion, vous avez choisi de parler justement de 100% Inclusion. Pourquoi précisément aujourd'hui faut-il en parler? Merci Corinne. Oui, donc nous avons choisi d'évoquer le 100% Inclusion parce que parmi les programmes que nous gérons dans le cadre du PIC, c'est le programme qui propose les solutions les plus inclusives pour les personnes éloignées de l'emploi, qui sont durement touchées par la crise sanitaire et par la crise économique. Et l'on sait que la crise du Covid-19 amplifie le risque de décrochage pour ces personnes. Donc vous les citiez, Corinne. Il s'agit des jeunes sans emploi, sans formation. Il s'agit aussi des chômeurs de longue durée avec peu de qualifications. Et pour toutes ces personnes, il y a un enjeu crucial de remobilisation et précisément le programme 100% Inclusion permet d'expérimenter des solutions qui vont permettre d'identifier ces personnes dans les territoires, de les remobiliser, d'adapter leurs compétences ou de les valoriser, mais aussi de les orienter vers l'emploi. C'est le parcours intégré que vous indiquez. Alors c'est un sujet ambitieux, identifier ces personnes qui sont éloignées, qui sont un peu sorties des radars, qui sont éloignées de l'emploi depuis des années, des jeunes qui ne sont pas diplômés. Comment on fait? Comment on peut s'y prendre? Alors, c'est une tâche ardue, c'est difficile effectivement de repérer les personnes les plus éloignées de l'emploi. On parle de personnes qui sont sorties des radars. Dans le jargon du 100%, on évoque des invisibles, donc des invisibles des institutions publiques. Et comment on s'y prend? Alors, au niveau des institutions que nous représentons, le ministère du Travail a lancé le programme 100% Inclusion, qui permet de financer des expérimentations dans les territoires. Chaque projet lauréat de ce programme a proposé, dans la solution qu'il a proposé un volet détection et une méthodologie pour repérer justement ces personnes les plus vulnérables. Et notre rôle en tant qu'opérateur, au-delà de notre tâche d'assurer la sélection des porteurs de projets, d'instruction et puis de conventionnement et de financement, c'est en lien avec notre mandant qui est la DGEFP, c'est tout au long de la phase de mise en œuvre opérationnelle des projets de pouvoir les évaluer et ainsi de repérer les méthodes qui fonctionnent le mieux, les projets qui sont les plus efficaces, et afin de pouvoir repérer les projets qui demain seront duplicables dans d'autres territoires.
Alors, pour repérer des projets, vous avez lancé dernièrement une première vague, peut-être d'appels à projets. Est-ce que c'est ça ou... Alors, il y a eu effectivement jusqu'à présent 3 vagues, même 4, parce qu'il y a une 3 bis qui a été terminée en juillet dernier. Et donc on s'apprête à lancer une 4e. Alors justement, donc Mathieu Lagache, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous faites partie des lauréats de la première vague d'appels à projets. Vous êtes à la direction de la stratégie, de la communication. Votre titre va s'afficher de toute façon sur les écrans pour notre public de Vitamine T. Alors Vitamine T, c'est une expertise depuis 45 ans auprès des publics en grande difficulté. Vous cherchez en permanence à les raccrocher à l'emploi, qui est, on va dire, la force vitale de toute économie. Les personnes qui sont les plus éloignées sont difficiles à détecter. Parlez-nous un peu d'un projet qui est le projet Destin que vous avez choisi d'élaborer ce matin. Bonjour et merci de nous donner la parole. Effectivement, Destin est un projet porté par le groupe Vitamine T en partenariat avec une association sanitaire et sociale qui s'appelle la Sauvegarde du Nord. On fait partie des premiers lauréats du 100% inclusion, donc on vous remercie à nouveau pour cette confiance. Et Destin, c'est 1500 hommes et femmes éloignés de l'emploi, invisibles, c'est vrai que c'est le terme qui est utilisé, mais on n'est jamais totalement invisible aux yeux de l'administration, on est parfois aussi invisible de soi-même, et donc on doit beaucoup travailler sur ces questions-là. Donc c'est 1500 hommes et femmes qu'on accompagne sur 15 lieux d'accompagnement dans le Nord, le Pas-de-Calais, les Ardennes, avec un double objectif, un objectif opérationnel, c'est de changer leur destin à ces personnes pendant 15 mois, et un objectif aussi un peu de R&D qui est de tester des nouvelles méthodologies d'accompagnement et de pouvoir les documenter pour permettre demain à ce que l'ensemble du service public de l'emploi puisse s'en inspirer pour mieux accompagner ces personnes qui en ont le plus besoin et qui vont être de plus en plus nombreuses avec les conséquences de la crise sanitaire. Alors les personnes invisibles à soi-même, invisibles à eux-mêmes, c'est un concept intéressant. C'est dire dans quel état de perdition certains peuvent se trouver. Quelle est la particularité de votre approche chez Vitamine T? Comment on s'occupe d'un jeune ou d'un moins jeune d'ailleurs qui est invisible à lui-même, qui n'a pas de bagage, et voilà, comment on s'y prend? Il y a trois singularités dans notre dispositif, dans notre programme. Le premier, c'est qu'on va vers ces personnes, c'est qu'on renverse la logique de guichet qui a jusque présent pu exister. Donc on va à leur rencontre pour pouvoir rallumer la flamme, l'étincelle et leur dire que c'est possible. Donc ça, c'est le premier point, le aller vers. Le deuxième point, c'est le faire en même temps, c'est de travailler à la fois sur les dimensions citoyennes, recréer le lien social, sur la dimension individu, c'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, se remettre debout et lever les freins à l'emploi qu'on peut rencontrer qui sont souvent durables. Et puis c'est la dimension apprenante, c'est ce que Vitamine T fait depuis 45 ans, à savoir travailler sur la question de savoir-faire, de savoir-être, pour demain construire un projet professionnel qui soit en lien avec l'appétence de la personne et surtout la réalité des territoires et les exigences des employeurs. C'est les deux principales singularités de Destin. Il y a aussi le faire partout, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à certains quartiers, à certaines régions. Vous commencez à essaimer d'ailleurs, on en parlera après. Exactement. Le programme Destin a d'abord démarré dans les quartiers prioritaires de la ville, donc Lille, Roubaix, Tourcoing, le bassin minier, et on a souhaité essaimer aussi dans des territoires un peu plus ruraux, comme la Sambre-Avesnois dans le nord, donc Maubeuge, Fourmies, les Ardennes, Charleville, Sedan, donc où on a des problématiques qui sont un petit peu différentes aussi entre maîtrise de savoir de base, de mobilité. Donc maintenant, notre gros enjeu, c'est d'industrialiser le sur-mesure, ce qui n'est pas très facile. Benoît, est-ce que la Banque des Territoires, justement, permet d'industrialiser peut-être de bonnes pratiques, de choses qui existent déjà? On n'a pas besoin de réinventer les choses. Vous vous ancrez, vous, sur ce qui existe déjà. Et il faut le faire vite, parce que le PIC a une durée de vie limitée, non? Alors le PIC, effectivement, Corinne, a une durée de vie limitée puisqu'il est prévu pour 5 ans. Alors, il a été lancé tambour battant à la fin de l'année 2017 et donc il se terminera à la fin de l'année 2022. Alors concrètement, vous évoquiez les projets qui existent déjà. Nous avons aujourd'hui 68 projets lauréats qui sont présents dans presque tous les territoires de France et d'outre-mer. Et ces 68 projets lauréats permettent d'accompagner environ 55 000 bénéficiaires. Donc c'est considérable. On a aujourd'hui une bonne vision des facteurs de succès des projets, puisqu'on est à mi-parcours du programme. Et en tout cas, ces projets sont portés par des structures, soit des structures locales d'insertion, soit des entreprises reconnues, comme Vitamine T. Et je remercie Mathieu de bien avoir voulu de participer à cet atelier.
Alors, entreprise, vous disiez, Benoît, entreprise, association, tout type de structure qui existe mission déjà. Locale, maison de l'emploi, entreprise d'insertion, c'est surtout la typologie des porteurs, soit des porteurs de projets ou des partenaires des consortiums que l'on retrouve. Alors, votre enjeu, c'est de finalement vous accrocher, en fait, vous accompagner ces structures et les accompagner, c'est ça, les pérenniser de façon... Effectivement, vous avez raison. L'enjeu, c'est celui de la pérennité, ou de la pérennisation de ces projets au-delà du pic. Donc, ce sujet fait l'objet de réflexions au sein du ministère du Travail qui envisage de pouvoir redoter les projets qui proposeront, qui auront les meilleurs résultats. Prendre quelques précautions, puisqu'il s'agira nécessairement de redotation au cas par cas, et puis en fonction des disponibilités budgétaires. Mais en tout cas, ça fait l'objet de réflexions en ce moment au sein du Haut Commissariat. Et dans cette logique de pérennisation, la Banque des Territoires aura probablement un rôle à jouer en étudiant un accompagnement en investissement des projets qui voudront changer d'échelle et qui présenteront un modèle économique, puisque s'agissant d'une intervention en investissement, il faut qu'on puisse s'inscrire dans une logique investisseur. Alors, il y a 3 semaines, on sent que ça accélère, parce qu'il y a 3 semaines, ou il y a 3 ou 4 semaines, le ministère du Travail a annoncé que le PIC était à 100% quartier prioritaire de la politique de la ville. Serait-ce qu'il faut encore accélérer ? Alors, il y a besoin d'accélérer parce qu'il y a des vrais enjeux sociaux dans les quartiers de la politique de la ville. Il y a bien sûr des enjeux en matière d'emploi. Peut-être juste un chiffre, nous savons qu'il y a 3 fois plus de chômage dans ces quartiers par rapport à la moyenne nationale. Mais nous savons aussi que les résidents rencontrent d'autres difficultés qui se cumulent à ces difficultés en matière d'insertion. C'est des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de mobilité, parfois c'est des problèmes d'illettrisme ou d'électronisme. Et donc, pour se saisir de ces problématiques, effectivement, le gouvernement a annoncé lors du dernier comité interministériel des villes, c'était le 29 janvier dernier, le lancement d'une 4e vague de l'appel à projet 100% inclusion qui sera effectivement spécifiquement dédié au quartier de la politique de la ville et qui sera doté d'une enveloppe de 50 millions. Allez, 50 millions de plus. Quel est le lien de Vitamine C avec les élus locaux? Comment est-ce que vous interagissez? Alors, le lien de Vitamine T avec les élus locaux, il est évidemment central, puisqu'on agit au cœur des territoires, et donc on a besoin d'intervenir là où les besoins sont les plus prégnants. Et notre enjeu, lorsque l'on décide de s'installer sur ce territoire pour permettre à plus de personnes de sortir de ce statut d'invisible et de retrouver le sourire, de se former, de trouver un emploi, notre enjeu, c'est d'éviter le morcellement avec les dispositifs qui peuvent déjà exister. Donc on est en co-construction permanente avec l'ensemble des initiatives qui existent déjà, et donc les élus en font évidemment partie, et l'ensemble des membres de la société civile. On a tendance à tout mesurer en ce moment, voire même à tout noter. Comment vous mesurez, il n'est pas question de noter, mais comment vous mesurez l'impact de votre action? Est-ce que vous avez déjà quelques résultats oui, tout à fait. partager? Alors, déjà, le langage de la preuve, c'est quelque chose qui ne nous pose absolument aucun souci, d'autant plus en période d'expérimentation où on a un périmètre qui est très large, mais on doit aussi être très exigeant envers ce qu'on fait. Donc on a une double évaluation, une évaluation à la fois externe, où on s'appuie sur un cabinet spécialisé dans les politiques publiques de l'emploi qui nous a mis en place un système d'information dédié qui permet de produire des indicateurs très précis sur les caractéristiques des publics qu'on accompagne, à la fois en amont lorsqu'ils arrivent dans le parcours qui dure, pour rappel, 15 mois, et en aval lorsqu'ils terminent leur parcours. Et en plus de cet accompagnement dit classique, on a souhaité faire appel à une doctorante spécialisée dans les questions de sociologie et d'économie pour pouvoir venir davantage travailler sur les dimensions qualitatives et mesurer ces facteurs clés de succès qui permettront demain d'essaimer sur d'autres territoires qui en ont bien besoin en termes de personnes très éloignées de l'emploi. Benoît, avant de prendre les questions du public, on a encore un petit peu de temps. C'est important, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'activité en propre de la Banque des Territoires en matière de formation, d'investissement à impact? Oui, bien sûr. Nous avons, l'activité investisseur, c'est notre deuxième pilier
puisque c'est le pôle que j'anime, c'est lui qui porte la thèse d'investissement dans le domaine de la formation professionnelle, thèse d'investissement de la Banque des Territoires. Et donc l'objet est de pouvoir réaliser des investissements directs dans des structures de formation à impact social ou territorial, c'est-à-dire de pouvoir renforcer les moyens de ces structures en leur apportant du capital en lien avec d'autres co-investisseurs. Et l'objectif est de pouvoir leur donner des moyens supplémentaires pour soit changer d'échelle, soit développer leurs activités dans le domaine de l'employabilité ou du développement des compétences des plus fragiles. Donnez-nous un ou deux exemples concrets pour que nos spectateurs nous comprennent bien de quoi on parle. Je vous demanderai aussi un ou deux exemples concrets après. Donc nous, par exemple, nous intervenons pour soutenir des écoles de production. Alors, les écoles de production, ce sont des structures associatives qui s'adressent aux jeunes en situation de décrochage et qui vont former ces jeunes à des métiers en tension. Nous étudions aussi, alors je vais citer un exemple, je ne pourrais pas citer proprement l'exemple parce qu'il est encore en cours d'étude, mais nous étudions un investissement dans une société qui propose des solutions pour améliorer l'employabilité des jeunes des quartiers, donc ça fait écho avec notre sujet. Et puis comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un certain nombre de projets 100% inclusion qui pourront rentrer dans les critères d'intervention de la Banque des Territoires. Je reviens vers vous tout de suite après. Vitamine T, j'ai envie de vous demander un ou deux exemples, on a encore un petit peu de temps. Concrètement, quelqu'un que vous auriez identifié et puis accompagné, un exemple de personne et de parcours exemplaire. L'exemple qui me revient à l'esprit tout de suite, c'est l'exemple de Delphine qu'on accompagne sur le hub, le lieu d'accompagnement d'Aniche, donc dans le Douaisis, qui est une dame d'une quarantaine d'années qui a eu deux filles lorsqu'elle était encore très jeune et qui a aujourd'hui eu des problématiques sévères de santé, ce qui l'a durablement éloignée de l'emploi et de mobilité. Donc il y a un cercle vicieux qui s'est très rapidement mis en place et sur lequel on a pu réussir d'abord à travailler sur l'estime de soi avec des ateliers de socio-esthétique. On travaille aussi avec des équipes d'assistants sociaux, d'assistants sociales qui vont pouvoir activer des besoins et des solutions en termes de logement. Et donc cette personne a pu, grâce dans un premier temps à une immersion dans une PME locale, se former sur des métiers de la logistique. Et le meilleur exemple, la meilleure illustration d'avoir réussi ça, c'est que quelques mois après avoir réussi ce parcours, l'une de ses plus grandes filles est venue ensuite vers nous parce qu'elle-même était en difficulté et donc on est en train d'accompagner également cette personne-là. Donc ça montre que c'est possible et donc c'est concrètement ce pourquoi on candidate à ce type d'appel à projet et qu'on souhaite le dupliquer demain. Une grande satisfaction, j'imagine, pour les équipes de Vitamine T lorsque tout cela arrive. En matière de perspective, est-ce que vous pensez, Benoît, Banque des Territoires, donc, décrocher d'autres mandats du PIC ou du PIA ? Alors nous l'espérons. On va peut-être développer les deux acronymes. Alors le PIC, on a combien? Le PIA, on le redit peut-être pour… Oui, alors le PIC, c'est le plan d'investissement dans les compétences. Voilà. Et le PIA, c'est le programme d'investissement d'avenir. Donc oui, nous espérons pouvoir obtenir effectivement de nouveaux mandats. Alors en l'espèce, c'est la mission mandat et investissement d'avenir qui est pilotée à la Banque des Territoires par Nicolas Chung et Nada Villermain-Lécollier sur les sujets de formation professionnelle qui sont à la manœuvre pour travailler avec nos mandants, le Haut Commissariat, le ministère du Travail, le SGPI, pour positionner la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires sur ces nouveaux mandats. Mais nous espérons pouvoir continuer à accompagner l'État dans son ambition envers la formation professionnelle et son ambition de transformation des organismes de formation. Bien. Je vous remercie, messieurs. Nous allons pouvoir prendre des questions. La parole est à vous maintenant. Alors, il faut probablement que j'entre mon nom dedans, c'est ça? Elle n'est pas active. Alors, les questions vont m'arriver dans un instant. Je vais juste peut-être demander qu'on me reset la tablette, car nous en avons des questions. Je vous promets. Merci en tout cas pour cet échange. C'est vrai que ces tranches de vie sont… Ah, les voici, les fabuleuses questions.
Alors, une question pour vous, Mathieu. Comment un jeune ou une personne qui décide d'être accompagné peut repérer Vitamine T sur l'un des territoires où vous êtes présent? Alors déjà, notre objectif, c'est bien d'implanter ce lieu d'accompagnement au cœur des quartiers, au cœur des lieux de vie. Donc j'ai envie de dire que déjà, on est extrêmement visible et de pouvoir participer à l'ensemble des événements qui peuvent exister, même si en ce moment, ils sont un petit peu moins nombreux du fait de la distanciation sociale à respecter. Mais on essaie d'être présent notamment dans les associations d'aide alimentaire, etc. Et donc la première fois, dès qu'on récupère, dès qu'on identifie quelqu'un, tout de suite, on met en place un premier diagnostic qui nous permet aussi de savoir si cette personne est entre guillemets éligible à l'accompagnement qu'on propose, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite vraiment travailler en complémentarité avec les dispositifs existants. Et si c'est par exemple un jeune qui est tout à fait éligible à la garantie jeune d'émission locale, eh ben il va pouvoir être réorienté vers ce dispositif. Mais si ses besoins ne correspondent pas à l'ensemble du panel de solutions que peut proposer ce service public de l'emploi, alors il y a un travail à façon qui se met en place avec les partenaires locaux, et donc on enclenche la dynamique de ce parcours d'accompagnement. Parfait. J'ai une autre question, mais alors elle est pour Benoît. Donc je me tourne vers Benoît. Quel sera le rôle de la Banque des Territoires dans le cadre du plan de relance sur l'axe formation? Vaste question. Alors, dans le plan de relance, il y a plusieurs objets dans lesquels il y a de la formation. Donc j'axerai ma réponse sur l'objet principal qui nous intéresse, qui est le PIA4, le PIA4 qui représente 20 milliards sur les 100 milliards du plan de relance. Le fameux plan d'investissement d'avenir. Donc le fameux programme des investissements d'avenir, quatrième opus. Donc qui prévoit des interventions en deux volets, un volet qu'on appelle structurel qui consiste à continuer à financer des objets qui ont été développés dans le cadre des PIA précédents, et puis un volet dirigé, c'est là où se trouve la nouveauté qui est doté à hauteur de 12 milliards. Et dans lequel l'État va financer des priorités stratégiques, des priorités de l'économie ou des priorités de la société. Donc on peut évoquer par exemple l'hydrogène, la santé, la transition alimentaire, le quantique. Il y a une vingtaine de thématiques comme celle-là qui donnent lieu à des stratégies d'accélération. Et en fait, le volet formation est transversal à chacune des stratégies d'accélération. Il y a à chaque fois un volet capital humain, c'est comme ça que ça s'appelle dans le PIA4. Et en fait, la Banque des Territoires, au regard de son expérience, de ce que nous avons déjà fait dans le cadre des autres PIA, nous espérons que l'État nous confiera les différents mandats sur le sujet de la formation. Une autre question pour vous, Mathieu. Comment choisissez-vous vos territoires d'expérimentation? Les choisissez-vous d'ailleurs? Bien sûr, bien sûr. On les choisit à travers une double analyse. La première, c'est qu'on étudie évidemment les indicateurs socio-économiques de ce territoire. On regarde évidemment les taux de chômage, les taux d'exclusion, là où les besoins sociaux sont évidemment les plus prégnants. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on matche ça également avec là où nous sommes déjà présents, Vitamine T et nos partenaires, qu'ils soient des partenaires du tout social, la Sauvegarde du Nord, qui est notre partenaire de premier rang, en fait partie, et du tout économique, puisque en 45 ans d'existence, Vitamine T a aussi tissé des relations très privilégiées avec les entreprises de la TPE au grand groupe et les organismes de formation, de l'organisme de formation généraliste à ceux les plus sectoriels. Donc c'est cette double analyse, cartographie des indicateurs socio-économiques, et là où on a la plus forte expertise pour maximiser les chances de réussite de ce programme pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci. Maintenant pour Benoît, comment la Banque des Territoires pourrait aider les meilleurs projets PIC à changer d'échelle? Alors, d'une double façon. En continuant, alors la première façon, c'est de continuer notre rôle d'opérateur, c'est-à-dire s'il y a des redotations, c'est de mettre en œuvre ces redotations dans le cadre du programme existant, du programme 100% inclusion. Et puis, l'autre façon, c'est d'intervenir cette fois-ci en tant qu'investisseur. Donc c'est pour compte propre de la Banque des Territoires, en investissant et donc en apportant du capital à ces porteurs de projets pour leur permettre de changer d'échelle
de reproduire leurs projets dans d'autres territoires. Donc pour ça, il leur faut des moyens financiers et nous pouvons effectivement, dans une logique d'investissement et en lien avec d'autres co-investisseurs, apporter ces moyens financiers. Que vous faites avec Vitamine T, par exemple, qui s'élargit peut-être. Vitamine T, on a une approche juste 100% inclusion, mais on n'exclut pas de travailler avec Vitamine T sur des sujets plus larges. C'est très... Après, vous appréciez, j'espère. Après, ce qu'il faut, parce qu'on change de logique. 100% inclusion, c'est une logique de subvention, alors que ce que j'évoquais, c'est une logique d'investissement. Et dans une logique d'investissement, les projets doivent présenter un modèle économique. Donc ça suppose qu'il y ait une hybridation du modèle qui associe à la fois une part de subvention, et c'est normal, mais aussi une part de recettes propres qui permettent à l'investisseur, à un moment, de pouvoir se retirer. De se dire, voilà, ça va vivre de soi-même. C'est viable une fois qu'on se retire. J'ai encore une question pour vous, Benoît. Comment le réseau de la Banque des Territoires est-il associé à la gestion des mandats que vous gérez pour le compte de l'État ? Alors, le réseau joue un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de nos mandats. C'est d'abord le prolongement de la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, dans les territoires. Alors, le réseau joue un rôle qui peut être différent en fonction des mandats. Au minimum, il nous représente. Et donc, lorsqu'un appel à projet est lancé, nos représentants sont en région, sont chargés d'expliquer auprès des porteurs de projets potentiels quels sont les attendus des appels à projets en question. Donc ça, c'est en phase amont. Et puis en phase aval, nos directions régionales sont associées dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets au plus près des territoires. Et puis pour certains appels à projets, je pense à l'ingénierie de formation du PIA3, ce sont des programmes qui comportent un volet régionalisé. C'est-à-dire que c'est un volet qui est déconcentré dans les régions avec une mise en œuvre directement par les directions régionales au plus près du territoire et des appels à projets qui du coup sont complètement adaptés aux enjeux territoriaux. Mais les directions régionales sont quand même la porte d'entrée pour les élus qui nous regardent, les associations dans les territoires qui nous regardent. C'est ça, c'est leur première porte d'entrée. Tout à fait. C'est vraiment c'est la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, les interlocuteurs de la Caisse des dépôts dans les territoires. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous regarde si j'ai d'autres questions. Je n'en ai pas a priori. Je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant regarder ce qu'Alexia a produit. Alexia, notre facilitatrice graphique, qui nous a synthétisé en un magnifique dessin notre conversation. Donc évidemment, cette réinsertion passe par de l'évaluation, du coaching, c'est-à-dire qu'on va identifier, c'est ça Mathieu, les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus éloignées de l'emploi, mais une fois qu'on les a identifiées, il faut les évaluer. Donc on a ce lien social qu'on essaie de recréer. Vous pouvez commenter avec moi d'ailleurs, messieurs. Donc on a pas mal de personnes qui sont... C'est formidable, je trouve. Vitalité, formation, ça synthétise bien. On accélère le retour à l'emploi. Et on a cette espèce d'échelle sociale, je pense, qui a été traduite par donc reprendre les premiers jalons, les premières marches de cette... Et un sac à dos très lourd au début du parcours et qui ensuite s'allège. Bien vu, c'est ça. On a un sac à dos très lourd au début du parcours, absolument. Benoît, vous voyez quelque chose qui fait sens pour vous ? Complètement. Il y a le pic 100% inclusion qui est central et je pense qui constitue, on voit bien que c'est la solution pour les plus éloignés, enfin la solution en tout cas c'est une solution pour les plus éloignés de l'emploi et ça traduit la force de ce programme. Merci beaucoup Alexia, on la garde, celle-ci bien entendu dans notre catalogue. Il me reste à vous remercier de votre attention et si vous avez encore quelques minutes, je vous propose un petit moment de détente, restez connectés, restez avec nous, un moment de détente dans un monde en distanciel, je trouve que c'est vraiment très utile en ce moment. À tout de suite. Bonjour, 2 minutes 30 de bonne posture pour le télétravail. Aménagement du poste de travail. Il faut aménager votre poste de travail au mieux pour vous.
Un coussin derrière le dos, rehausseur de portable, bonne souris verticale, bon tapis de souris. Faites tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne position, que ce soit agréable pour vous. Bonne posture au travail. Il faut que vous soyez tonique, donc les abdominaux contractés, les bras en équerre, le cou à la bonne hauteur et surtout, corrigez vos positions parce que personne ne les tient. Pensez également à changer de position assise à la position debout. Il faut bouger souvent pour ne pas avoir mal au dos. En effet, c'est la position assise prolongée qui provoque des maux de dos. La contreposition pour ce problème, c'est pencher en arrière. Vous pouvez vous masser le dos, tambouriner le dos, mais surtout, pensez toujours à vous mettre en arrière après une position prolongée assise. Vous pouvez également vous étirer, très bon. Faire des automassages trapèzes, puisqu'ils sont souvent sollicités. Le bas du dos, tambourinement ou avec des baumes. Évidemment, le cou, très important, étirement. Et on respire également. Si vous commencez à être fatigué, énervé, prenez une grande inspiration, on expire, on reste en apnée. On continue les grandes inspirations en apnée. Voilà, vous avez tous les outils pour télétravailler efficacement. Et maintenant, il vous suffit de pratiquer pour améliorer votre bien-être.